commencer par une question que j'ai à l'écrit d'un collège à Mulhouse. Et leur question, c'est quel est le grand problème des océans et qu'avez-vous observé au large de la côte atlantique où vous êtes maintenant? C'est pas terrible. Oui, bonjour. Donc, j'ai entendu votre question. Quel est le grand problème des océans? Et la suite de la Et question, qu'avez-vous observé au large de la côte atlantique où vous êtes maintenant? D'accord. Alors, j'allais te proposer. Ah. Quel est le grand problème de l'océan, Elena? Le grand problème de l'océan peut être en fait les mouvements du bateau. Donc, est-ce que c'est le problème de l'océan en tant que. Il me semblait, en tant qu'élément. Ah, en tant qu'élément? Il me semblait. Ah oui. Ah non, moi je dirais en termes de pollution, je dirais plutôt ça. D'accord. Tu peux répondre les deux, c'est mais bien. d'ailleurs vous pouvez vous présenter parce que c'est vrai qu'on a changé de groupe. On a 15 classes aujourd'hui et du coup, eux ils vous connaissent pas. Donc si vous voulez, vous pouvez commencer par vous présenter. Donc, moi, je suis Elena, je suis scientifique à bord de Tara et j'ai embarqué à Macapá, donc au Brésil. Et je débarque demain. Voilà. Bonjour, donc je suis Yves, je suis second capitaine à bord de Tara. Donc j'embarque pour une période de 3 mois. Et donc à bord, je m'occupe de la navigation, de mettre les engins à l'eau pour la science, de la sécurité, etc. Et je suis embarqué pour une période de 3 mois. Je t'ai pas très bien entendu. Je sais pas si pour les classes ça fonctionne bien. En tout cas, moi, Yves, ça a un peu coupé. Donc, on a entendu que tu as embarqué pour une période de 3 mois. Tu confirmes? Oui, c'est ça. Alors, Yves, Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ça fonctionne chez les autres, donc tant mieux. C'est que le problème vient de moi, donc parfait. Alors du coup, je vais donner la parole à la classe qui vous a posé la question, parce que je vois qu'ils lèvent la main, donc comme ça, ils pourront préciser leur question. Donc le collège Kennedy, j'active votre micro et vous pouvez poser la question à Elena et Yves. Donc il faut activer votre micro. Je vous envoie une petite demande d'activation et comme ça, vous pourrez poser votre question directement à l'oral. Bah alors j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, malheureusement. Donc du coup, ils ont reprécisé leur question et c'était en termes de pollution plastique. Ah d'accord. En fait, il y a énormément de plastique dans la mer et c'est un très très grand problème. Donc c'est une très bonne question. Et le plus grand problème lié au plastique, c'est qu'on en produit tout le temps. On continue à utiliser des sacs plastiques, donc on continue à rajouter. Donc il y a déjà un problème aujourd'hui, mais qui est loin d'être résolu parce qu'on continue de produire du plastique, les bouteilles de plastique pour l'eau par exemple, etc. Alors le problème est assez grave parce qu'on n'arrive pas à voir les plastiques qui sont dans la mer. On arrive à voir quand même quelques-uns, mais la plus grande quantité de plastique qui est présent dans les océans, c'est ce qu'on appelle les microplastiques qui sont tout petits et qu'on ne voit pas. Et il y en a partout. Donc les poissons en mangent, et puis nous on mange des poissons, et puis voilà, on finit par manger des microplastiques. Donc ça c'est un des plus grands problèmes de l'océan. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Oui, on se rend compte que le plastique joue un rôle dans la vie de l'océan, puisque des espèces marines viennent se fixer sur le plastique, et donc des micro-organismes trouvent un habitat qu'ils n'avaient pas jusque-là, et un moyen de se déplacer. Donc des espèces, la vie dans l'océan se régule, et certaines espèces trouvent un habitat favorable et un moyen de déplacement. Donc, ça crée une modification très importante des populations de micro-organismes dans l'océan. Donc ça amène à des changements majeurs qu'on ne connaît pas, qui sont un peu au cœur des études qu'on mène. C'est quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'elles vont être dans l'avenir. Voilà, mais on sait que le plastique a un gros impact. Et le plastique, évidemment, n'est pas le seul polluant dans l'océan. Je continue un petit peu. On était parti de la question quel est le grand problème de l'océan. Et en fait, l'océan draine toutes les eaux qui ruissellent sur les continents. Donc, finalement, s'y accumule énormément de déchets, etc.
Donc c'est un phénomène naturel, mais qui s'accompagne de polluants chimiques, plastiques, etc. Et donc ça amène à des grandes modifications de la vie même dans l'océan, et donc de la vie de l'atmosphère et de la vie sur Terre. Il y avait une deuxième partie de question, non? C'était quoi? Oui, la deuxième partie de la question, c'était qu'est-ce qu'on a observé pendant notre mission là au large du Brésil. Excuse me. Can you hold the captain, please? Martin. Et excusez-moi, je suis dérangé par quelqu'un. Et oui, donc ce qu'on a découvert là au large du Brésil, alors on a prélevé, donc on fait des prélèvements d'eau dans l'embouchure de l'Amazone, dans les eaux du large, dans les eaux côtières, à différentes profondeurs. Et donc on étudie comment se comporte la vie dans la masse d'eau, donc dans l'océan aussi entier que possible. Évidemment, on ne va pas partout, mais on essaie de comprendre comment la vie dans l'océan s'organise. Et donc, ça, c'est ce qu'on observe. Les découvertes, évidemment, sont à venir, puisqu'il faut que les échantillons soient traités dans des laboratoires, ce qui peut prendre beaucoup de temps, pour qu'on ait des conclusions à ces questions qu'on pose. Donc, pour l'instant, on connaît surtout nos questions. Les réponses sont pour un peu plus tard. Ça marche, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller dans la classe des CM1, CM2P de l'école SPI à Dax. Donc j'active votre micro et on vous écoute pour poser votre question à Elena et à Yves. Vous nous entendez à Dax? Alors, votre micro est activé. Il suffit de parler proche du micro et normalement, ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, je vous invite à poser votre question à l'écrit et comme ça, je poserai votre question à Yves et Elena à l'écrit. Du coup, je vais activer le micro d'une autre classe. Donc, on va aller dans la classe de Marie Barrault. J'active votre son. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Il faut activer le son avec la petite demande que je vous envoie. Alors, décidément, on n'a pas de chance. J'ai l'impression que c'est pareil. Donc, on va aller dans la classe de Stéphanie Rudel. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous écoute. Bonjour. Question. Bonjour. Comment réagissez-vous quand il y a une tempête? Est-ce que vous avez frôlé la mort? Est-ce que Tara a déjà coulé? Est-ce que vous avez entendu? Oui, bon. Tu es très inquiet pour nous. Bon, on frôle pas la mort. On va en mer. Quand il y a des tempêtes, on s'organise pour. Vous m'entendez bien là? Oui, on entend. Ok. Ok, super. Oui, donc quand on est en mer et qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de vagues, eh bien, on réduit la voilure, on adapte, on choisit des routes qui nous permettent de ne pas subir la tempête. Et s'il y a des très fortes tempêtes, elles sont prévues à l'avance et soit on peut quitter la zone, soit se mettre à l'abri, soit on reste en mer, on ferme tout, on réduit très fort les voiles, on s'accroche et puis on se fait secouer. Mais on ne frôle pas la mort. Tara est un bateau qui est très marin, très solide et on se sent vraiment en confiance dedans. Beaucoup plus que sur tout autre voilier où j'ai pu naviguer. Donc oui. Vraiment ici, on est souvent dans des vents très forts où avec un autre voilier, on serait rentré s'abriter dans un port où on serait dans des conditions de survie. Et puis ici, en fait, on prend notre repas à table, ça bouge, on est un peu secoué, mais on se rend bien compte qu'on est complètement en sécurité. Donc c'est un bateau qui est très particulier pour ça. C'est avant qu'on soit vraiment dans des conditions difficiles de tempête, faut que ça soit énorme. Voilà. On a eu des vents très forts avec Tara et
des mers aussi très fortes. Mais tant qu'on est en plein océan et qu'on peut choisir où on va, on trouve toujours une route, une direction où le bateau s'équilibre et où on se sent bien. Voilà. Et si on est proche des côtes, c'est peut-être là que c'est plus délicat et qu'il faut trouver un port pour s'abriter, puisque près de la côte, on n'a pas le choix d'aller dans la direction de la côte, évidemment. Voilà comment ça se passe pour nous, les tempêtes. Super, merci. Ça répond à votre question? Oui, 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 oui. Super, merci. Alors, on va essayer dans la classe de Marie Barrault. Est-ce que vous nous entendez? Alors, on vous entend bien. Alors, on vous écoute. Alors, c'est Valentin. La question, c'est combien de temps dure une escale? Bonjour Valentin. Alors, c'est variable évidemment, mais là, en cours de mission comme ça, les escales, c'est de l'ordre de quelques jours. Là, on fait une escale de 5 jours, on aura 7 jours à Rio, ensuite 5 jours à nouveau, donc c'est des escales assez rapides. Voilà, et on en profite donc pour faire des approvisionnements, surtout racheter du frais, des fruits, des légumes, des produits frais. On en profite pour faire des relèves d'équipage et de scientifiques, donc il y a des personnes qui débarquent et d'autres personnes qui embarquent. On fait des réparations, on achète des pièces détachées. On se repose un peu si on en a l'occasion. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre aux escales? Le soir, on va visiter. Voilà, le soir après le travail, on va visiter la ville de l'Escale. Et puis, on fait visiter du public aussi. On reçoit du public. Alors, normalement à bord, mais là, avec le Covid et tout ça, on ne peut pas faire monter les personnes à bord. Et donc, il y a du public qui vient sur le ponton à côté du bateau pour regarder le bateau et on leur fait visiter sans qu'ils montent à bord, mais on leur parle comme ça à côté du bateau pour leur expliquer un peu comme on fait avec vous, sauf que là, il y a plein de questions et plein de réponses avec les mêmes personnes sur le ponton. Voilà ce qu'on fait aux escales. Est-ce que ça répond à votre question? Bienvenue. Bien, merci. Alors, du coup, maintenant, je vais passer la parole des CM2 de Pasteur Rouzy. Donc, vous pouvez activer votre micro. Et on vous écoute. Alors, écoute. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vas-y, Loïc. Bonjour. Je m'appelle Lauré. Vos Doucement. Vas-y. constatations sur la pollution se ressemblent-elles dans tous les océans? J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Vos constatations sur la pollution se ressemblent-elles dans tous les océans? Est-ce que vous avez observé autant de pollution dans tous les océans, Elena et Yves? Oui. Ça y est, j'ai compris la question. Oui, est-ce qu'il y a de la pollution dans tous les océans? C'est ça la question. C'est la même. Donc oui, on en a observé dans tous les océans. C'est même les premières expéditions du Tara ont justement révélé qu'on trouvait du plastique partout, dans tous les océans, dans la banquise, dans les profondeurs, dans les lagons coralliens, partout où on est allé, on a trouvé du plastique. Et c'est ça qui a inspiré la mission microplastique d'il y a 2 ans pour faire une étude justement sur comment ce plastique arrive là et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, les océans, c'est différents bassins, mais qui sont tous reliés les uns aux autres. Et l'eau de mer circule partout dans le monde. Alors, c'est très long, mais l'eau de mer va vraiment partout. Les eaux de surface ne vont pas forcément dans la même direction que les eaux de profondeur, mais tous les océans sont brassés. Et justement, une partie de notre étude, là, au cours de cette mission, va être dans l'océan Atlantique Sud, sur des eaux
qui sont mélangés et qui peuvent provenir de tourbillons d'eau de l'océan Indien, donc des tourbillons qui remontent et qui traversent les océans comme ça, des tourbillons énormes. Hein. On va pas voir un tourbillon avec un trou au milieu comme dans une rivière ou dans un évier. C'est des centaines ou des milliers de kilomètres d'eau qui tournent très lentement, donc sans que ça soit perceptible pour nous. Mais on peut le voir sur des images satellites et on peut le voir par les prélèvements. Et donc ces eaux se déplacent, viennent de très loin, se mélangent, et donc tous les océans sont connectés. Donc évidemment, la connexion est lente, il y a des endroits où c'est très pollué, des endroits où c'est moins pollué, mais la pollution se répand. Voilà ce que je pouvais te répondre. Est-ce qu'Elena veut rajouter quelque chose? Non, je pense que tu as tout dit. Merci. Merci à vous. Alors maintenant, on va aller dans la classe d'Antoine Léger. La petite demande que je viens de vous envoyer. Alors, je vous ai envoyé une demande d'activation du son. Voilà, normalement, ça doit marcher. On vous écoute. Vous nous entendez? Alors, Antoine, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Oui. Ah oui, vas-y, on t'écoute. Alors non. Bon, du coup, Antoine, je vous invite à poser votre question à l'écrit. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. On ne vous entend pas, en tout cas. Donc, posez votre question à l'écrit. Et comme ça, je la poserai à l'équipage. Alors, donc, on va passer une question à l'écrit que j'ai de la classe d'Eric Winter qui vous demande, Elena et Yves, s'il vous arrive de ne plus avoir à manger sur le bateau et de pêcher pour vous nourrir. Bon, moi j'ai moins d'expérience que Yves sur le bateau, mais je pense que les choses sont prévues vraiment à l'avance. Donc en fait, c'est notre cuisinière qui prévoit tous les mantiments, on dit comme ça? Non, tous les aliments. Donc elle voit les provisions, elle voit combien de temps on va être en mer et combien de personnes il y a sur le bateau. Et puis elle prévoit qu'est-ce qu'il faut acheter pour avoir tout le temps à manger et pour que rien nous manque. Mais on pêche également. Donc il y a toujours 2 lignes qui sortent. Et donc on a mangé pas mal de poissons dernièrement. C'était très bon. Voilà. Yves, tu veux rajouter? Voilà. Oui, effectivement, à bord. Alors, on manquait de nourriture, non, on en arrive par là parce qu'on a des grosses provisions et on a enfin, on mourrait pas de faim à bord. On aurait vraiment de quoi tenir longtemps, mais on arrive vite à manquer de produits frais. Donc, les fruits, les légumes, là particulièrement, on était en zone équatoriale où il faisait très chaud, très humide, on avait beaucoup de mal à les conserver. Donc, on finit par manquer un petit peu de fruits et de légumes au bout de 15 jours, 3 semaines. On a toujours il y en a toujours qui tiennent, comme les betteraves, les carottes, les pommes de terre, certaines courges, etc. On a des produits qui tiennent vraiment longtemps, mais tout ce qui est bananes, pommes, oranges, enfin la plupart des fruits et des légumes, tomates, ça c'est difficile de les conserver. Et puis, pour ce qui est de la pêche, ça nous apporte du poisson frais, ce qui est vraiment, enfin pour nous, c'est un cadeau de pouvoir manger du poisson frais plutôt que des produits sortis du congélateur. Là, ça nous est directement offert par l'océan et donc on apprécie ça beaucoup. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais donner la parole à la classe de Magali et après, on fera un petit quiz. Donc Magali, vous pouvez activer votre micro. Je vous envoie une petite demande d'activation. Normalement, ça doit pouvoir fonctionner. Voilà, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Salut. Ce serait pour vous poser une question, c'est comment choisissez-vous vos escales? Oui, et donc ça, c'est une question très technique, puisque le choix des escales, c'est déterminant dans l'expédition. Alors, de quoi a-t-on besoin à une escale?
eh bien, on a besoin déjà de pouvoir abriter le bateau. Donc, il faut lui trouver un quai, mais un quai qui soit accueillant. Donc, pas le quai forcément où vont les gros cargos, mais pas forcément les petits pontons où vont les bateaux de plaisance. Donc, il faut trouver un endroit propice où il y a assez de profondeur d'eau pour que le bateau rentre, où on est bien en sécurité, bien amarré, etc. Ça, c'est déjà pas toujours évident. Et ensuite, il faut qu'on puisse s'approvisionner. Donc, il faut qu'on puisse faire des courses. Donc, en général, il faut qu'il y ait une ville à côté, qu'on puisse refaire les provisions, acheter des pièces détachées ou se faire livrer. Ça peut être des pièces détachées et ça peut être aussi des appareils de science, etc. Et il faut qu'on puisse faire des relèves de personnel. Donc, il faut qu'il y ait un aéroport pas trop loin. Voilà les critères pour qu'un lieu soit propice à une escale. Et ensuite, eh bien, on répartit les escales sur notre route pour que le temps, justement, entre deux escales soit tel qu'on ne manque pas trop de produits frais. Et voilà, et que ça ne soit pas trop rapproché aussi, puisque ça n'aurait pas de sens de faire des escales proches. Et donc, tout ça, à faire à distance, c'est très technique. C'est un gros travail de chercher les portes d'escale. Parfois, en cours de mission, là, ça a été le cas récemment, une escale est remplacée par une autre parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. Mais quand on n'est pas sur place, c'est difficile de se rendre compte. Et donc, on explique à des personnes qui sont sur place ce dont on a besoin, quels sont nos besoins, quelles sont les caractéristiques du navire. Et c'est pas facile, donc ça demande vraiment un travail. Il y a des personnes qui se consacrent à ça. C'est un travail à part entière. Et si je peux rajouter, en fait, on détermine les escales avec beaucoup, beaucoup d'avance. Donc, quand la mission a été lancée, on savait déjà toutes les escales prévues pour Tara. Donc, tout a été organisé bien avant. Ce n'est pas une décision que le capitaine prend en cours de route. Tout a déjà été pris bien avant. Voilà. Merci. Tu as toujours le même. Oui. C'est vrai? Oui. Je suis pas superstitieux parce que ça pourrait porter malheur, mais quand même, au cas où, je prends le numéro 13. C'est très bien. On ne sait jamais. On les entend plus. Non, on n'entend plus personne. Il y a Attends, quelqu'un? Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On n'entend plus désolé. Vous m'entendez? Oui. Yves? Ok, super. Oui. Alors, j'ai une question du lycée Notre-Dame d'Espérance qui demande quelles sont les limites et les contraintes de faire des expériences à bord d'un bateau. Ah. C'est une très bonne question. Alors donc, moi, j'étais scientifique à bord et je travaillais dans un labo. Et en fait, les contraintes, c'est que contrairement au labo où je travaille normalement à Paris, bah, ce labo ici, il bouge. Donc, il bouge, tout bouge. Tous les instruments peuvent bouger, peuvent tomber, peuvent se casser. Donc, il faut vraiment tout fixer. Donc, les instruments de filtration, par exemple, sont bien fixés avec des bouts, ce qu'on appelle en fait c'est des cordes, et tout est bien fixé. Et donc, après, c'est fait de telle façon que dans le labo ici sur Tara, il y a que tout est fixé et il n'y a que nous qui bougeons avec les vagues, voilà. Et donc il faut être très patient parce que des fois c'est très difficile de manipuler, par exemple les filtres, de les poser au bon endroit. Donc il faut être très patient, mais on y arrive. C'est une question d'habitude, mais on y arrive. Voilà. Tu as des choses à rajouter? Ok, super. Ah non. Très bien. Alors, du coup, j'ai une question. Alors, mince, je l'ai perdue. Ah, voilà.
est-ce que si jamais le bateau a besoin d'être réparé, comment est-ce que vous faites? Ah oui, alors là, le bateau, ben, en fait, il navigue, donc il fonctionne 24 heures sur 24. Donc il y a très souvent des choses à réparer et on fait beaucoup de choses nous-mêmes à bord. On a un atelier, on a de l'outillage, on a des pièces détachées et des matériaux. Par exemple, on a du bois, des planches de bois, on a des barres d'acier ou d'aluminium, etc. On a de quoi faire du soudage, on a tout un matériel. Donc, on essaye d'être le plus autonome possible et tout ce qui peut être fait à bord est fait à bord. Et puis, quand il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, et ça ne manque pas, dans ce cas-là, on attend d'être à une escale. Et là, on trouve les pièces détachées dont on a besoin ou des professionnels qui peuvent réaliser des pièces pour nous ou faire certains travaux. Voilà. Et puis, tous les ans à peu près, il y a une escale qui est un peu plus longue qu'on appelle un arrêt technique. Donc là, c'est une escale où on reçoit plus de visites, on n'est pas là pour faire les approvisionnements, etc. On est vraiment là pour réparer et préparer le bateau. Donc là, c'est technique. Le bateau peut être mis au sec et on inspecte la coque, on inspecte les fonds, on refait les peintures sous-marines. On peut travailler sur les hélices. Voilà, comme vous voyez là, c'est dans le port de Lorient. Là, on voit le Tara en train d'être sorti de l'eau ou remis à l'eau, selon dans quel sens ça va. En suspension, en tout cas, entre la terre et l'eau. Et donc, chaque année, il y a comme ça un arrêt technique où on peut faire des gros travaux. On peut démonter tout un tas de choses pour travailler à l'intérieur. Par exemple, on peut... Qu'est-ce qu'on a fait de gros dernièrement? On a eu les plexiglas là, qui servent les vitres que vous voyez là, qui couvrent le Tara. Donc, pour un navire, c'est des très grandes vitres. C'est très sensible. Et parfois, on doit les démonter pour accéder à des appareils qui sont à l'intérieur du bateau. Donc, par exemple, quand on veut changer le frigo de la cuisine ou la cuisinière, il faut démonter une vitre et faire rentrer cet appareil par là. Donc ça demande du temps, ça demande d'être à l'abri de la pluie, etc. Des fois, on a dû faire des inspections dans les réservoirs de gasoil. Donc là, il faut les vider, les nettoyer complètement, faire rentrer des personnes, des soudeurs, aller travailler là-dedans. Donc, c'est des opérations qui sont un peu lourdes. Donc ça, on peut le faire vraiment que quand on est posé dans une escale vraiment dédiée à ces travaux. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, je vais prendre une question à l'écrit avant de reprendre une question à l'oral. Parce qu'on n'a pas eu de questions sur ce sujet-là pour l'instant. C'est l'école de Morsanx. C'est 2 classes de CM1, CM2 qui demandent quels animaux marins vous croisez souvent. Alors, Elena, raconte-nous ce que tu as vu récemment. Donc moi, j'étais à bord de Tara pendant un mois et j'ai embarqué en Amazonie. Donc j'ai eu la chance de faire le fleuve et là, j'ai vu des dauphins roses. Et c'était la première fois que je voyais ça et ils sont vraiment très très beaux et c'est vraiment magnifique parce que l'eau du fleuve, elle est complètement marron. Et donc, on voit des dauphins roses, mais roses, vraiment un vrai rose, faire des petits sauts, c'était très, très sympa. Donc ça, c'était pendant qu'on était sur le fleuve. Et après, au niveau de l'océan, on a vu des dauphins gris, mais immenses, vraiment très, très beaux. Et donc, on les voyait tous les jours. Tous les jours, ils aimaient bien nager à côté de Tara. C'était pas les mêmes, hein, mais c'est vrai qu'ils aiment bien jouer. Ils voient le bateau en mouvement et ils sont curieux. Donc, ils viennent nous voir et ils nagent un petit peu à côté de nous. Ils font des pirouettes. C'était très, très sympa. Donc, à chaque fois qu'il y a des dauphins, tout le monde prévient les autres et on se retrouve tous à les voir. Donc, c'est des moments très sympathiques ici. On a vu aussi des poissons qui volent. Des tout petits poissons. D'ailleurs, il y en a des fois
qui finissent sur le bateau, mais les pauvres, ils n'arrivent pas à leur destination. Et on a vu également des poissons, des grands poissons qui sautaient. Donc, tu as vu ça? Et on se demandait est-ce qu'il y avait un prédateur, parce qu'on dirait qu'ils étaient en panique, je ne sais pas, ils sautaient, ils sautaient, ils sautaient. Donc, il y avait des choses qui se passaient en dessous, on ne savait pas ce que c'était, on voyait juste les poissons qui sautaient. Voilà. Puis des oiseaux des fois, mais pas très souvent, pas d'autres. Oui, donc on voit des oiseaux selon les endroits où on est. Là, les photos que vous voyez, elles ont été prises au Chili, donc ça date de l'année dernière. Là, au Brésil, donc on a vu un peu d'oiseaux et on a vu du plancton aussi. On a vu des efflorescences de plancton. Donc on est passé dans des endroits là où certaines espèces de microalgues se développent massivement. Ouais. Et on a l'impression de passer sur. C'est comme. C'est comme des tapis c'est comme si c'était du pollen, là, c'est des grains tout fins sur l'eau, et l'eau en est couverte pendant des heures, on voit ça. C'est assez intéressant. Et des méduses, puis, on s'est fait piquer par des méduses. On a vu des méduses. On s'arrêtait pour se baigner parfois, et quand c'était calme, on a pu se baigner, on s'est fait piquer par des méduses. Et voilà, on voit du plancton, des animaux marins. Il y a beaucoup de vie dans l'océan, beaucoup de vie. Ok, super, merci. Alors, je vous propose pour terminer de finir par un petit quiz. Donc, comme tout à l'heure, sur le même site, donc sur menti.com, www.menti.com, vous utilisez le code 68 19 98 47 et cette fois-ci, on va vous demander à quoi sert l'instrument scientifique qui est sur la photo. Donc, vous pouvez répondre et après, on demandera à Elena et Yves de nous donner la réponse. Donc, à votre avis, à quoi sert cet instrument scientifique? Est-ce qu'il sert... Oh, les gens ont déjà répondu, vous êtes super rapide. Donc, soit à collecter du plastique, soit à pêcher des poissons. Vous voyez, on a 15, 16, sinon ça n'arrête pas d'augmenter. 16 personnes qui pensent, 17 classes qui pensent que cet instrument sert à collecter du plastique et 2 à pêcher des poissons. Donc, je vous remontre l'instrument. C'est celui-ci. Du coup, Elena et Yves, est-ce que vous pouvez nous dire comment il s'appelle et à quoi il sert cet instrument? Je laisse Yves répondre parce qu'il a l'habitude de le mettre à l'eau. Ah, d'accord. C'est un filet manta. Enfin, on l'appelle un filet manta. Donc, c'est un filet qui sert à prélever en surface. On l'appelle manta. Je ne sais pas si ça ressemble vraiment à une vraie manta, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il a des ailes. Il a des ailes qui le font planer sur l'eau. Comme ça, il ne s'enfonce pas. Et il prélève uniquement l'eau de surface. Mais vraiment, la couche d'eau qui est tout en surface au contact avec l'air. Et là, on trouve beaucoup de microplastiques. Donc, c'est ça que ce filet sert à pêcher. Voilà. Et on le laisse normalement en plus d'une heure. C'est ça, hein? Oui. Et normalement, on le fait à l'heure du repas. Comme ça, ça nous fait une pause en station. Et donc, quand il y a ce manta, on ne fait plus rien en termes d'échantillonnage. Donc, voilà. Et alors, on ne pêche jamais de poisson avec parce que le filet va très lentement. Il est gonflé, donc si un poisson y rentre, il peut en ressortir aussitôt. Donc on ne remonte pas de poisson avec ça, mais on remonte des tas de trucs, des bouts de plastique, des algues, des bouts de bois, du plancton aussi, des graines. En Amazonie, on a pêché, on a une très riche collecte comment ça s'appelle, des shrimps? Des crevettes. Des crevettes plein, des crabes aussi. Ok, super. Oui. Génial, merci beaucoup. Et alors, la dernière question qu'on vous pose, c'est de dire à Elena et Yves ce que vous avez aimé le plus dans cet échange. Donc, du coup, là, vous pouvez taper un mot. Vous pouvez jusqu'à 3 mots, enfin 3 fois un mot. Donc, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cet échange? Le dernier mot que vous souhaitez dire à l'équipage de Tara. Donc, je vous laisse quelques petites minutes pour répondre. Les réponses vont s'afficher à l'écran. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cet échange? Alors, on attend les réponses. Alors, les photos en même temps, j'imagine. Donc, sympathique, Yves, les animaux enrichissants, les réponses en direct. Yves, tu as du succès, dis donc. Oh là là, j'ai jalouse, hein. Alors, vous étiez précis dans vos réponses, vous étiez sympathique, souriant,
Il y a tellement de mots qui arrivent en même temps, j'arrive pas à tout lire. C'était compréhensible. Les CM2, d'accord, les CM2. Bon, en tout cas, merci à tous. Donc, ça a été vraiment un super moment pour tout le monde. J'ai l'impression, vous avez appris plein de choses, les rencontres, l'équipage. Voilà, voilà. Il y a plein de mots qui défilent dans tous les sens. En tout cas, merci à tous. C'était vraiment un super moment. J'espère que vous avez appris plein de choses et que ça va vous donner encore plus envie de partir à la découverte de l'océan et de mieux le comprendre. Donc, il est 16 h, donc je vais vous quitter. Je vais mettre fin à ce séminaire. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup Yves et Elena. Bon courage pour la journée. Merci beaucoup. Et puis, ça a été très sympa aussi pour nous d'avoir vos questions et votre intérêt sur ce qu'on fait sur l'expédition. Donc, au plaisir de vous entendre une autre fois.